Bonjour, je me présente, je m'appelle Pierre Ondiot, je suis président de l'association de personnes paralysées Neurogel en marche. Cette association a mené un essai clinique en Chine pour traiter les lésions de la moelle épinière, c'est-à-dire toutes les personnes qui se retrouvent en fauteuil roulant et qui sont paralysées. Dans une première vidéo, nous avons montré donc des résultats tout à fait exceptionnels, car pour la première fois au monde, nous avons réellement des personnes paralysées depuis plusieurs années qui ont montré des récupérations fonctionnelles, motrices, génito-sphinctériennes. Cette étude, en fait, a démarré en mars 2019 au Centre international des lésions de la moelle épinière à Kunming, en Chine. Et je tiens à préciser quelques points sur ces études. En réalité, nous avions comme objectif au départ de présenter un nouveau traitement qui s'appelle la graisse activée, combiné avec une médication qui s'appelle l'érythropoïétine, plus connue sous le nom de l'EPO, dont on entend souvent parler au niveau du dopage. La graisse activée est en réalité du tissu adipeux qui est prélevé chez un patient, qui est traité biomécaniquement, de telle sorte qu'on obtienne une matrice que l'on peut implanter en lieu et place de la lésion de la moelle épinière. Cette étude voulait d'abord vérifier un point. Est-il possible de prendre de la graisse du tissu adipeux dans l'abdomen, de lui faire subir un traitement biomécanique sans aucune modification génétique et de savoir si on peut implanter cette graisse activée dans le système nerveux central. Car jamais au monde, un tissu autologue en dehors du système nerveux central a été greffé dans le cerveau ou la moelle épinière. Donc au départ, nous avions comme objectif, bien sûr, d'essayer de trouver un traitement de la paralysie, mais d'abord de voir si c'était possible, si nous n'allions pas avoir des phénomènes de rejet, des phénomènes de méningite, d'encéphalite, de nécrose, et savoir si cette graisse activée allait effectivement survivre en lieu et place de la moelle épinière, sans conséquences et sans dommages pour les patients. En ce sens, c'est déjà une première mondiale et une réussite totale, puisque après plusieurs mois, après plusieurs vérifications à base d'IRM, de contrôle, il s'avère que ce tissu s'est parfaitement intégré à la moelle épinière et survit encore plus d'un an après les opérations. Donc voilà ce qui était au départ notre premier objectif. Cet objectif a été atteint et c'est déjà en soi une réussite totale. Ensuite, effectivement, nous avions des espérances par rapport à ce tissu et l'adjonction de l'EPO. Et en réalité, ce n'est pas les fonctions motrices au départ qu'on attendait. On espérait bien sûr, mais on a quand même découvert dès le début, le lendemain des opérations, on avait des effets de cette graisse activée. En effet, lorsqu'on fait une opération de la moelle épinière, on brise les vertèbres pour accéder à la moelle épinière. Ces opérations sont très lourdes et très souvent, le lendemain de ces opérations, les patients ont des douleurs importantes et ils sont obligés d'avoir des traitements antidouleurs très importants. Et il s'avère que lorsque nous avons implanté la graisse activée chez l'animal, parce que nous avons fait des études avant chez l'animal, le lendemain des opérations, les animaux se sentaient très très bien et n'avaient aucune douleur. Et ce phénomène s'est retrouvé directement aussi pour tous les patients opérés. C'est-à-dire que le lendemain des opérations, les douleurs ont été très faibles et les patients se sentaient très bien. On sait aujourd'hui que la graisse activée a cet effet antalgique grâce à une hormone qui est la leptine. Et lorsque nous activons la graisse, cette hormone est 30 fois supérieure par rapport au taux normal dans la graisse activée. Comme nous l'avions précisé dans notre première vidéo, la chirurgie a un rôle important dans cette étude. C'est-à-dire que le Centre international de Kunming est un centre qui a une expérience unique depuis 22 ans dans les lésions de la moelle épinière. Ils ont fait plus de 10 000 opérations, dont plus de 500 pour des lésions chroniques. Lorsque je parle de lésions chroniques, ce sont bien sûr des patients qui sont paralysés depuis plusieurs années. Ici, dans cette étude, évidemment, nous avons voulu démontrer un concept, c'est-à-dire que nous avons pris des patients totalement paralysés, aussi bien au niveau moteur que sensitif, pour faire la preuve du concept. C'est-à-dire que nous avons pris des patients dont nous étions sûrs qu'ils n'étaient pas incomplets et qu'ils n'allaient pas pouvoir remarcher sans traitement. En ce sens, nous n'avons pas pris des blessés de la route récents, c'est-à-dire dans les premières heures ou les premiers jours, car on ne pourrait pas savoir à ce moment-là si c'est notre traitement qui apporte une amélioration fonctionnelle ou si naturellement ces patients allaient progresser. C'est un point relativement important. Donc cette chirurgie est très importante parce qu'elle permet
il faut nettoyer tout le canal médulaire, c'est-à-dire qu'après plusieurs années, beaucoup de fibroses, de kystes se produisent au sein, au lieu de la moelle épinière, au lieu de la blessure, et il faut effectivement cureter toute cette moelle épinière, ce qui est une opération extrêmement délicate et qui n'est pratiquement pas réalisée dans le monde. Ensuite, effectivement, il faut exposer la lésion, vider la cavité atteinte, la cicatrice gliale, comme on l'appelle, et implanter ensuite la graisse activée. Cette chirurgie permet ensuite de libérer la circulation du liquide céphalorachidien qui tourne autour du cerveau et de la moelle épinière. Et la deuxième chose qu'on s'est rendu compte, c'est que les patients, directement le lendemain ou le surlendemain des opérations, se sont mis à transpirer. On récupérait une sudation assez naturelle, ce qui était aussi surprenant. Au départ, on pensait que c'était la libération du cordon médulaire qui permettait la circulation du liquide céphalorachidien et qui permettait ensuite la sudation. Mais il s'avère que dans ces cas-là, on sait que cette sudation ne dure pas très longtemps, mais en réalité, après plusieurs mois, les patients ont continué à garder cet effet de sudation. Et donc ça, c'est un premier point, une première, après cette phase d'antidouleur suite à l'opération, on a découvert que les patients étaient capables de transpirer et qui transpirent encore aujourd'hui presque normalement. Donc ça aussi, c'est une première fois qu'on obtient ce type de résultat. Ensuite, le résultat le plus probant est apparu dans les 2-3 mois qui ont suivi cette étude, ces chirurgies, c'est-à-dire que les patients ont, pour la plupart, eu des récupérations au niveau de leur vessie et de l'appareil génito-sphinctérien. La plupart des patients blessés médulaires ont ce qu'on appelle une vessie neurologique, c'est-à-dire une vessie qui est difficilement contrôlable au niveau de sa capacité. Il y a des fuites urinaires, la vessie, les patients ont des sensations parfois d'avoir envie d'uriner, mais en réalité les quantités ne sont pas stables, il y a souvent des fuites urinaires, c'est un immense problème pour les personnes paralysées, parfois bien aussi égal au manque de motricité. Et quasiment tous nos patients n'ont plus de vessie neurologique, c'est-à-dire qu'ils sentent, à partir du moment où ils ont envie d'aller uriner, les capacités urinaires sont très importantes, ils n'ont presque plus de fuite, quasiment jamais, donc ce qui donne un confort de vie hors norme. Ça aussi, c'est très très important, car nous avons eu ça pour la majorité des patients qui ont suivi cette étude. Donc cela aussi est une première mondiale, car cela permet aujourd'hui aussi, rien que de récupérer ce genre de fonction, donne une qualité de vie très importante et un retour à une certaine dignité de la personne paralysée. Encore une fois, ces résultats, nous les avions retrouvés chez les animaux, mais il est toujours très difficile de transposer des résultats comme ça chez l'homme. Mais on a eu ce succès jusque-là. Ensuite, évidemment, nous nous attendions à obtenir des résultats au niveau moteur, mais on s'imaginait des résultats simplement au niveau de la conduction, c'est-à-dire mesurer un potentiel évoqué moteur ou sensitif en dessous de la lésion par un courant électrique, savoir s'il y avait un peu de courant qui passait. Mais on ne s'attendait pas spécialement à avoir un tel mouvement. Et effectivement, lorsque les patients ont commencé à avoir des mouvements fonctionnels en dessous de la lésion, on a su qu'on était dans une première mondiale et dans quelque chose d'exceptionnel. Ce qui nous a donc tout à fait surpris, c'est ces récupérations fonctionnelles tout à fait visibles, avec des mouvements volontaires en dessous de la lésion et parfois très loin en dessous de la lésion. Donc jusqu'au quadriceps, des récupérations qui sont actuellement hors normes, quasiment inespérées, sur des lésions très anciennes. Par contre, nous avons pu constater quelque chose, c'est que plus la lésion est ancienne, c'est-à-dire la moelle épinière en dessous d'une lésion reste vivante en réalité, mais elle rentre dans un coma. Et plus les paralysés sont paralysés depuis des années, plus cette moelle épinière est dans un coma depuis des années. Et donc, retrouver de nouvelles connexions, rétablir la continuité dans cette moelle épinière qui était dans un coma très longtemps, a été difficile. Possible, mais plus difficile que pour des personnes paralysées depuis peu de temps. Et dans notre étude, on voit très bien que des patients jeunes, comme Jiao Fei, Li Hailang, Michael, les plus jeunes, avec des lésions qui ont 1 an et demi, 2 ans, donc des lésions relativement récentes, même si elles sont chroniques, on voit des récupérations fonctionnelles très très importantes. Cela signifie que nous devons traiter les patients le plus vite possible après une lésion de la moelle épinière pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Donc, nous devons nous engager maintenant à traiter les patients dans les heures ou les premiers jours après une lésion, ce qui permettra de trouver vraiment une cure de la paralysie pour toutes celles et ceux qui vont devenir paralysés suite à des accidents de la vie.
Et ce point est très important. Nous devons trouver des moyens aujourd'hui de mener une nouvelle étude clinique. Certes, on peut le faire avec des patients en blessés chroniques parce que beaucoup de patients sont en attente et ont effectivement des lésions de moins de 3 ou 4 ou 5 ou 6 ans, mais surtout de mener aussi une étude clinique pour des blessés récents, dans les premières heures. On appelle ça les blessés aigus. Et donc, mener un nouveau combat pour vraiment trouver une cure mondiale de la paralysie.